ce qu'on prend là, ça reste avec Une commerçante qui refuse de prendre une pièce de 250 francs CFA de sa cliente. La scène se déroule au petit marché de Cocody. Ici, comme dans bien d'autres marchés d'Abidjan, la pièce de 250 a du mal à circuler. On refuse parce que quand tu fais la monnaie, les gens ne veulent pas prendre. Avant, au moins, c'était lisse. Quand c'est lisse, les gens refusent. Mais maintenant, c'est lisse ou c'est pas lisse, ils ne prennent pas. Donc, quand c'est comme ça, nous aussi, ça ne nous arrange pas. Les pièces de 250, c'est un peu compliqué. Quand tu prends, ça reste dans ta main, tes voisins ne veulent pas prendre. Moi, je ne refuse pas. Tout, c'est l'argent. Moi, je prends la pièce de 250. Aujourd'hui, ils m'ont donné deux, il y a des à étudier, il y a des à bouffer. Autre secteur où la pièce de 250 a également du mal à trouver preneur, c'est celui du transport. Si un client nous donne deux pièces d'identité, les autres clients refusent de prendre. Là, ils disent que ça, là, même au marché, on refuse. Les chauffeurs refusent souvent de reprendre les pièces de 250. On ne sait pas pourquoi. Souvent, ils disent que c'est lisse. Souvent, ils trouvent que pour écouler les pièces de 250, ça sera un peu difficile pour eux. La pièce de 250 a-t-elle encore coût légal sur la question? La réponse de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, principale émettrice de cette monnaie dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, est formelle. Lorsque la Banque centrale met un signe monétaire en circulation, la mise en circulation du signe monétaire est précédée d'une communication conséquente. Lorsque la pièce doit être retirée de la circulation, il y a également une communication conséquente. En l'espèce, il n'y a eu aucune communication pour dire que la pièce sera retirée. Donc j'insiste, la pièce de 250 francs à coût légal et pouvoir libératoire. Voilà qui est clair et qui devrait briser tous les préjugés sur la pièce de 250 francs CFA. Reste maintenant à la BCEAO d'intensifier les campagnes de communication sur la validité de cette monnaie, car, soulignons-le, ce n'est pas la première fois que cette pièce de monnaie fait l'objet d'une telle polémique en Côte d'Ivoire. Doku Extension, une cité située sur la route d'Abobozo entre l'hôpital militaire d'Abidjan-Achma et l'université d'Anguia-Brogua. Malgré son allure moderne, ce secteur d'Abidjan traîne de nombreux maux. Les habitants de ce quartier sont confrontés aux coupures intempestives d'électricité. Les voies d'accès à la cité ne sont pas mieux loties. Elles sont toutes impraticables. Doku Extension. Ici, nous avons deux problèmes critiques. Problème de voirie, problème d'électricité. Il y a des femmes qui ont même accouché ici parce qu'il n'y a pas eu de secours. Il y a des gens qui se sont fait agresser ici parce que le secours n'a pas été au point. En cas d'urgence, nous avons toujours été les premiers secours, nous-mêmes d'abord, parce que même s'il y a incendie ici, on a remarqué plusieurs fois, il y a eu des incendies ici, les sapeurs-pompiers arrivent, ils ne peuvent pas rentrer. Même s'il y a des histoires de braquage, CCDO ne peut pas rentrer. Bon, quand on va au marché, arrivé au carrefour là, on prend des brouettes. Soit on nous prend 300, 500 pour venir. Ça, tu veux voyager aussi, c'est la même chose là. Sur ce passage ouvert à la main par les riverains, se trouve le pont de tous les dangers. Quand on venait nouvellement dans ce quartier, le ravin que vous voyez tout juste derrière, c'était un petit trou. Quand on galopait, on sautait. Mais aujourd'hui, à cause de la pluie, le trou est devenu un vrai ravin. Et on est obligé de mettre des points de fortune pour pouvoir accéder à l'autre côté de la voie. Et vraiment, ça constitue un véritable risque pour les enfants qui traversent le trou pour souvent partir à l'école. Même il y a des ordures même dedans tout ça là. On n'a pas de route, on est malade, on se soigne comment? Devant toutes ces difficultés, les habitants du quartier appellent à l'aide. On souhaiterait, avec la bonne volonté des autorités, que s'ils peuvent vraiment avoir un penchant pour ce quartier. Vraiment, on souffre. On prie Dieu que le gouvernement n'a qu'à regarder notre côté. Parce que, franchement dit, on ne peut pas partir que là. Ces problèmes que vivent les populations des Doku Extension ne sont pas méconnus des autorités municipales d'Abobo. Elles envisagent des solutions pour les sortir du calvaire. Les problèmes de voirie, c'est des préoccupations au niveau de toute la commune. C'est une chance peut-être pour cette cité de faire partie du bassin de Gourou, qui est un financement de la BAD, qui va s'occuper quand même des voies.
pour stabiliser l'érosion à ce niveau, aussi pour permettre l'évacuation des ordures. On y pense, mais il y a beaucoup à faire. On va doucement et par priorité. Au problème spécifique de l'électricité, on est en pourparlers avec le ministère en charge de l'énergie. On a parcouru quand même depuis zone ouest jusqu'au Dokui. On a même identifié des zones avec la Côte d'Ivoire Énergie pour placer les postes transformateurs. Et donc c'est après le positionnement des postes avec les deux arrivées des postes sources de Ashma et de Yopougon qu'on va passer maintenant au maillage dans les quartiers. En attendant les actions fortes des autorités municipales, les problèmes sont réels et se vivent au quotidien à Dokui Extension. L'île aux singes, 2e arrondissement de Bangui. La Brousse, en plein cœur de la ville. Ici, pas de toilettes, ni de mesures d'hygiène alors que le choléra a déjà fait 19 victimes en Centrafrique. Pour Bonaventure Koumbé, de l'ONG Oxfam, la situation sanitaire de l'île est propice au développement de la maladie. Les inspections sanitaires ont montré qu'ils n'ont pas de l'eau potable pour boire. Ils prennent l'eau au niveau de la rivière, du fleuve pour boire. Ils n'ont pas de latrines, ils n'ont pas de connaissances sur les principes de base en matière d'hygiène. C'est pour cela que 4 fois par semaine, l'équipe vient faire le point et surveille l'évolution des pratiques sanitaires sur l'île. Justin, le fils du chef du village, s'occupe de la prévention et de la sensibilisation auprès des habitants. Sa sœur, Josiane, a perdu en l'espace de quelques heures l'une de ses filles. Elle était âgée de 8 ans. Je rentrais de l'église et ma petite était dans sa chambre avec la diarrhée et elle vomissait. On l'a emmenée à l'hôpital, mais c'était trop tard. Un drame sur cette île, si proche et en même temps si loin de la capitale centrafricaine. Son défi majeur est d'accéder aux mesures d'hygiène de base, principale barrière à la propagation de l'épidémie. Prix Nobel de la paix, ce titre à lui seul résume la vie de Shimon Peres. L'ex-président israélien a consacré ses efforts à la paix entre Israéliens et Palestiniens jusqu'à la fin de sa carrière politique en 2014. Je prends ma retraite de mon poste de président suivant la loi, mais je ne me retire pas de mon combat pour la paix. C'est toujours aussi cher pour moi. Acteur politique majeur d'Israël, Shimon Peres a gravi les échelons les uns après les autres. Député en 1959, 2 fois Premier ministre en 80 et 90, il a pratiquement occupé tous les postes ministériels avant d'être élu président en 2007. On retiendra de lui surtout son rôle majeur dans les négociations d'Oslo avec Isaac Rabin et Yasser Arafat. À l'heure actuelle, c'est sur pause. J'espère que la pause va prendre fin, que les négociations vont reprendre et que l'idée originelle, l'idée de la solution à 2 États, gagnera un jour. Shimon Peres tire sa révérence à 93 ans, 20 ans après les accords d'Oslo, au plus mal dans les relations israélo-palestiniennes. 1967, la victoire israélienne durant la guerre de 6 jours entraîne le déplacement de milliers de réfugiés palestiniens en territoire jordanien. Pourquoi ce territoire ? Pour la simple raison que l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, considère la Jordanie comme sa base arrière principale pour mener la lutte armée contre Israël, une stratégie préjudiciable pour le régime jordanien qui subit les représailles israéliennes. La résistance s'organise donc, l'affrontement est inévitable. Le régime du roi Hussein de Jordanie instaure un gouvernement militaire provisoire, ce qui radicalise le conflit. On parlera même de septembre noir. L'aviation syrienne menace d'intervenir pour soutenir l'OLP, mais la pression d'Israël, protectrice du trône de Jordanie, freine les ardeurs. Les combats qui se terminent le 27 septembre font des milliers de victimes. Les Palestiniens sont écrasés. Et le 27 septembre 1970, un accord en 14 points est signé au Caire par le roi Hussein de Jordanie, Yasser Arafat de l'OLP et d'autres dirigeants arabes. Un autre accord sera signé à Amman le 13 octobre, mais l'armée jordanienne va poursuivre son opération et éliminer totalement la résistance palestinienne.